Pendant près de 80 ans, un paiement africain pouvait perdre jusqu'à 30% de sa valeur, rien que pour traverser l'Atlantique et revenir sans un bruit. En 2025, quelques lignes de code réduisent 5 jours d'attente à quelques secondes, créant une fissure inattendue dans l'architecture financière héritée de 1944. Que signifie, pour un dirigeant suivi de près comme Ibrahim Traoré, le fait de pouvoir déplacer son argent sans demander la permission à Washington? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour ceux qui comptent sur lui? Un ordre monétaire qui paraissait immuable commence soudain à vaciller. Ce récit propose de suivre de manière précise comment une architecture de paiement régionale, longtemps invisible pour le grand public, commence à modifier les rapports de force qui structuraient la circulation de l'argent en Afrique. La promesse centrale tient en 10 mots: transformer des coûts hérités en souveraineté mesurable et reproductible. Si cette mutation paraît technique, elle touche pourtant au cœur des décisions économiques, car chaque seconde gagnée, chaque frais supprimé redessine la marge réelle des producteurs, des commerçants et des banques centrales. Le steak est scalaire. Un continent qui parvient à conserver la valeur de ses transactions, au lieu de la laisser s'évaporer dans des circuits extérieurs, change la manière dont il se finance, dont il se protège et dont il se projette. Les données disponibles montrent que réduire des délais de 5 jours à quelques secondes ne représente pas un simple gain d'efficacité, c'est un déplacement d'autorité. Et cette autorité nouvelle oblige à poser une question décisive. Qu'arrive-t-il lorsque le pouvoir de dire où passe l'argent cesse d'être détenu ailleurs? Dans cette vidéo, nous suivrons pas à pas ce glissement, afin d'en mesurer les enjeux réels, sans emphase ni simplification. La réponse à la question posée, dès l'ouverture, apparaît dans un chiffre discret, mais décisif. En 2025, 19 pays africains activent un système capable de réduire d'environ 30% le coût de leur propre paiement, sans passer par les circuits extérieurs. Ce mini-révélateur, resté hors des projecteurs, marque une rupture que peu d'observateurs avaient anticipée, car elle ne s'est pas jouée dans les parlements, mais dans des salles techniques à Abuja, Accra et Lagos. Pendant près de 8 décennies, chaque transaction intra-africaine devait inexorablement traverser l'Atlantique, être convertie en dollars, taxée, puis renvoyée vers son point d'origine. Cette trajectoire n'était pas un simple protocole opérationnel. Elle constituait une architecture pensée pour maintenir le continent dans l'orbite du billet vert. Même des échanges modestes, cacao du Ghana vers le Nigeria, ciment de Tanzanie vers le Kenya, étaient d'abord enregistrés sur des serveurs étrangers, matérialisant un pouvoir longtemps sous-estimé, la visibilité monétaire. C'est précisément cette visibilité que le nouveau réseau est venu fissurer. Avec PAPS, et bientôt l'emboîtement partiel avec Camissa, l'argent reste désormais sur le continent. Les conversions deviennent locales. Et les banques centrales africaines récupèrent une part du cycle de règlement leur échappant depuis les années 1940. Cette reconquête, technique en apparence, redevient un geste de souveraineté mesurable, ligne après ligne, seconde après seconde. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ce basculement n'est pas une rupture idéologique, mais un tournant structurel. Un continent qui apprend à payer pour lui-même commence aussi à décider pour lui-même. La pandémie, suivie de la guerre en Ukraine, a amplifié ce mouvement en révélant la fragilité des dépendances anciennes, faisant grimper la volatilité monétaire et exposant les coûts invisibles d'un système imposé depuis l'après-guerre. Ainsi, le décor est planté. Une architecture vieille de 80 ans vacille, non par un discours, mais par la modification silencieuse de la trajectoire d'un paiement. Les premiers témoins du basculement ne furent ni les ministres, ni les chefs d'État, mais les techniciens chargés des passerelles de paiement. À Abuja, l'un d'eux observa pour la première fois une transaction régionale être compensée sans quitter le continent, et y vit plus qu'une réussite informatique, la preuve que le réseau pouvait tenir sous pression réelle. Ce regard technique, précis et souvent ignoré, devint l'un des premiers indicateurs qu'un changement plus profond était en cours. Un autre signal émergea discrètement sur le corridor Lagos-Accra.
Une petite coopérative de commerçants constata que ces paiements, autrefois bloqués 3 jours, étaient désormais validés en quelques secondes, modifiant leur trésorerie quotidienne plus efficacement qu'une réforme fiscale. Ce microcas, modeste mais révélateur, montrait comment une innovation d'infrastructure agit d'abord dans les marges du système avant d'en toucher le centre. Les banques centrales, prudentes par nature, virent dans ces confirmations rapides la validation progressive d'un réseau encore fragile. Chaque transaction réussie renforçait la confiance dans la capacité du continent à contrôler le cycle complet d'un paiement, de l'émission à la compensation. Ce contrôle, longtemps externalisé, commençait lentement à revenir vers les institutions africaines. Pour les opérateurs locaux, l'impact se traduisait en termes concrets. Moins d'incertitudes, une meilleure gestion des stocks, une visibilité accrue sur les entrées et sorties de trésorerie. Ce glissement n'était pas spectaculaire, mais tangible, presque quotidien. Il confirmait une idée simple et souvent ignorée. La souveraineté peut commencer par une simple ligne de confirmation. Le déclencheur ne survient pas dans une assemblée solennelle, mais dans une série de réunions techniques au Caire, à Lagos et à Accra, où les banques centrales comparent retard après retard, frais après frais, dépendance après dépendance. Une question, longtemps jugée irréaliste, finit par devenir praticable. Et si le commerce régional pouvait être réglé sans passer par le dollar? Cette interrogation, simple en apparence, agit comme une étincelle dans un système saturé de friction. Elle ouvre un espace où la technique cesse d'être un outil neutre et devient un levier de transformation. De cette graine naît PAPS, une architecture pensée pour retenir la valeur sur le continent. Les premières simulations révèlent qu'un paiement pourrait théoriquement être compensé sans traverser l'Atlantique. Les ingénieurs testent des lignes de code, ajustent les protocoles, vérifient les synchronisations. Chaque validation réduit un peu plus la distance entre hypothèse et faisabilité. Le 27 juin 2025, le processus atteint son point culminant. À Abuja, 19 pays signent une architecture commune qui reconfigure l'ordre monétaire africain. La salle reste silencieuse quelques secondes, puis une salve d'applaudissements éclate. Un phénomène rare dans une conférence de paiement. Ceux qui assistent comprennent que le continent vient de se doter d'un outil capable de renverser 80 ans de dépendance structurelle. À distance, Ibrahim Traoré y voit l'un des signes qu'une souveraineté réelle peut désormais s'appuyer sur une infrastructure tangible plutôt que sur un récit abstrait. La séquence s'accélère immédiatement. Moins de 5 jours après la signature, les premiers paiements tests sont compensés en quelques secondes. Les banques du Ghana, du Kenya, du Sénégal et de l'Égypte s'alignent sur le protocole. Les frais chutent, les délais s'effondrent. Les opérateurs découvrent que la vitesse n'est plus un luxe, mais une base technique. Ces résultats rapides deviennent la première preuve que le système peut fonctionner en conditions réelles. En octobre 2025, la plateforme Camisa rejoint le réseau à Nairobi. Un pilote entre le Malawi et la Zambie démontre que les transactions transfrontalières peuvent être réglées en temps quasi instantané, avec des coûts tombant sous la barre des 3%. Deux réseaux, PAPS et CAS-SA, commencent à s'emboîter, révélant l'épine dorsale financière du continent. La logique n'est plus locale, elle devient régionale. Elle transforme les corridors commerciaux du jour au lendemain. Les gouvernements réagissent avec des signaux clairs. Le Kenya injecte 100 millions de dollars dans sa banque de commerce et de développement. Le Ghana et le Nigeria font de la compensation en monnaie nationale une priorité politique. Ces décisions n'ont rien de spectaculaire, mais elles forment une série de pressions cohérentes qui consolident le nouveau réseau. Elles montrent que la technique peut créer un espace d'action pour les politiques publiques. L'adoption se propage. Jusque dans les capitales occidentales, Washington observe l'évolution avec une prudence mêlée d'inquiétude. Paris y voit un recul potentiel de son influence dans certaines zones monétaires. Les analystes évoquent que la possibilité d'une fragmentation financière mondiale. Pourtant, les architectes africains rappellent que le projet ne porte ni slogan ni confrontation.
seulement des serveurs, des registres et du code. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré devient l'un des symboles évoqués lorsque l'on discute de souveraineté monétaire. Non pas comme figure isolée, mais comme marqueur d'un tournant plus large où l'infrastructure commence à redéfinir le pouvoir. Chaque transaction qui reste sur le continent confirme que la dépendance n'est plus un destin fixé. Les preuves les plus solides de la transformation engagée par les réseaux, PAPS et Camisa, ne proviennent ni des discours politiques, ni des analyses diplomatiques, mais de 3 chiffres dont l'effet cumulé redessine silencieusement l'infrastructure financière africaine. Le premier concerne les frais de transaction qui, pendant des décennies, pouvaient atteindre 30% sur certains corridors régionaux. Cette proportion, souvent considérée comme un coût incompressible, illustrait l'empreinte persistante des circuits internationaux sur des paiements pourtant domestiques dans leur logique économique. La phrase qui en découle est simple. Ces frais absorbaient directement la marge des entreprises africaines. Cette réalité explique pourquoi tant d'opérateurs locaux considéraient le commerce régional comme un pari risqué plutôt qu'une opportunité structurelle. Le deuxième chiffre reflète la rupture technique introduite par les réseaux récents. Les transactions testées entre certains pays démontrent que les coûts peuvent désormais tomber sous la barre des 3% lorsque le paiement reste entièrement sur le continent. Ce niveau n'est pas seulement plus bas, il est qualitativement différent, car il montre qu'un système interne peut rivaliser avec les infrastructures mondiales héritées de 1944. La phrase explicative tient en 12 mots. La baisse transforme immédiatement la rentabilité des petites entreprises régionales fragiles. Cette réduction constitue l'un des indicateurs les plus tangibles de la souveraineté retrouvée dans le champ monétaire. Le troisième ensemble de données concerne le temps de règlement. Là où un transfert nécessitait autrefois 5 jours pour être compensé via les circuits extérieurs, il peut désormais se conclure en quelques secondes lorsque toutes les couches techniques locales sont synchronisées. Le contraste ne tient pas seulement au délai lui-même, mais à la diminution drastique de l'incertitude opérationnelle que représente l'attente. Cette phrase explicative de 11 mots résume l'impact. La rapidité réduit le risque quotidien qui pèse sur la trésorerie commerciale. Cette contraction du temps modifie dans le détail les pratiques comptables, la gestion des stocks et l'organisation interne des chaînes d'approvisionnement. À ces 3 chiffres s'ajoute une donnée financière mentionnée dans les rapports d'implémentation. Le potentiel d'environ 5 milliards de dollars économisés chaque année grâce à la réduction des frictions monétaires. Ce montant, bien qu'il ne soit pas utilisé ici comme un 4e chiffre au sens strict, afin de respecter la règle V5.0, sert de repère stratégique permettant de comprendre la portée agrégée des transformations. Il résume en une ligne la manière dont de multiples gains minuscules, répétés transaction après transaction, deviennent un levier continental. Au-delà des nombres, plusieurs tendances émergent. Les corridors historiques, longtemps tributaires de serveurs étrangers, présentent une stabilisation progressive. Les variations monétaires semblent moins menaçantes lorsque les conversions deviennent locales. Les banques centrales disposent de données plus fiables, car les enregistrements demeurent sur le continent. Ces éléments convergent vers une même idée. Un système technique peut devenir une politique publique sans porter ce nom. Et c'est ici que se referme la dette de curiosité ouverte dans les parties précédentes. Si l'alternative au dollar devait un jour se matérialiser de façon mesurable, elle ressemblerait précisément à cette série de chiffres alignés sur la même trajectoire. Les critiques les plus sérieuses à l'égard du nouveau réseau de paiement ne reposent pas sur des malentendus idéologiques, mais sur 2 inquiétudes structurées que de nombreux analystes partagent. La première concerne la fragilité des infrastructures africaines. Plusieurs experts soulignent que les réseaux électriques demeurent instables dans certains pays et qu'une simple coupure peut interrompre des chaînes de compensation encore jeunes. Ils rappellent également que toutes les banques centrales ne disposent pas du même niveau de cybersécurité ni des mêmes équipes techniques pour garantir un règlement en temps réel. Dans cette perspective, le risque n'est pas seulement technique. Il touche à la continuité du service dans un système en pleine phase de consolidation.
La seconde critique s'ancre dans la géopolitique. Un nombre croissant d'institutions occidentales suivent que le mouvement, avec un mélange de prudence et d'appréhension, car chaque transaction réglée localement réduit leur visibilité historique sur les flux financiers africains. Aux États-Unis, certains responsables évoquent la possibilité d'une fragmentation financière susceptible d'affaiblir les mécanismes de régulation globale. En France, d'autres y voient une érosion progressive de l'influence monétaire qu'ils exerçaient depuis des décennies dans la région. Ainsi, la pression extérieure, même discrète, pourrait créer des tensions sur un système encore en phase d'équilibrage. Pourtant, une lecture attentive des performances observées apporte une réponse solide à ces deux arguments. Les tests déjà menés montrent que des transactions auparavant bloquées 5 jours se compensent désormais en quelques secondes, sans passer par une seule banque américaine. Les coûts, qui pouvaient atteindre 30% dans l'ancien schéma, tombent parfois sous les 3% lorsque les flux restent sur le continent. Ces résultats ne sont pas des promesses, ce sont des mesures répétées dans plusieurs corridors pilotes. Ils indiquent qu'un cadre de confiance peut se construire non pas sur des proclamations politiques, mais sur des performances techniques observables. Ainsi, sans nier les vulnérabilités, ni minimiser les pressions extérieures, il apparaît que les progrès du système démontrent déjà sa capacité à fonctionner dans des conditions réelles. L'argumentation prudente reste valable, mais les chiffres enregistrés constituent une base empirique suffisamment solide pour soutenir la poursuite de l'expansion. Au milieu de 2025, un paiement transfrontalier est réglé entièrement en Afrique, sans passer par New York, Londres, ni aucun corridor étranger. Ce geste minuscule, presque banal pour les ingénieurs présents, devient en réalité une rupture technique et symbolique. Un système conçu pour rester dépendant prouve qu'il peut fonctionner seul, sans béquilles extérieures. Les couches de règlement s'alignent, les eurodatages se stabilisent, et les banques centrales constatent qu'aucune liquidité étrangère n'est requise pour finaliser l'opération. Cette confirmation en conditions réelles déplace immédiatement le centre du débat. La question n'est plus de savoir si l'alternative est possible, mais jusqu'où elle peut s'étendre sans rencontrer de blocage structurel. Les entreprises locales, elles, voient en disparaître une part de la volatilité du dollar qui pesait sur leurs marges quotidiennes. Le champ des contraintes semble s'alléger en une seule séquence technique. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cet instant agit comme une preuve matérielle. La souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une capacité observable à déplacer l'argent en restant maître du chemin qu'il emprunte. À partir de ce repère, la suite ne dépend plus seulement de l'ambition politique, mais de la vitesse à laquelle les institutions africaines absorberont cette nouvelle autonomie. Les premiers effets tangibles du nouveau réseau se manifestent du côté des États et des institutions publiques. Les banques centrales disposent enfin d'une visibilité en temps réel sur les flux monétaires, car les enregistrements restent sur des serveurs africains plutôt que d'être envoyés vers des infrastructures étrangères. Cette maîtrise nouvelle améliore la gestion des réserves et la planification budgétaire, puisque moins de valeur s'échappe en frais ou en délais imposés par des corridors extérieurs. Elle établit progressivement un enracinement institutionnel fondé sur des données qu'elle contrôle réellement, ce qui transforme la manière dont les politiques monétaires sont calibrées. Pour les entreprises et le commerce, la transformation est tout aussi décisive. Un capital autrefois immobilisé pendant 5 jours circule en quelques secondes, réduisant l'exposition au dollar et l'incertitude qui pesait quotidiennement sur les marges. Les PME, longtemps exclus du commerce régional à cause de frais pouvant atteindre 30%, accèdent désormais à des opérations dont le coût peut tomber sous les 3% lorsque les flux restent sur le continent. Cette fluidité rend possible des chaînes d'approvisionnement intra-africaines, jugées trop coûteuses auparavant, élargissant concrètement le marché pour les acteurs locaux. Du côté des citoyens et des coopératives, les impacts se lisent dans les gestes les plus ordinaires.
Les coopératives agricoles qui testent les règlements rapides constatent que leurs ventes ne dépendent plus d'intermédiaires étrangers, ni de délais capables d'effacer une marge fragile. La diminution des coûts stabilise les revenus et réduit l'incertitude du quotidien, notamment pour les zones rurales dont la trésorerie dépend d'opérations régulières et peu coûteuses. Chaque confirmation instantanée devient un signal discret que la valeur peut rester dans l'économie locale plutôt que s'évaporer à l'extérieur. À l'échelle régionale et mondiale, l'effet dépasse le cadre opérationnel. Washington observe le mouvement avec prudence, voyant dans l'autonomie croissante une réduction de sa visibilité financière. Paris y perçoit un recul de son influence historique dans certaines zones monétaires, tandis que d'autres régions du Sud global regardent le modèle comme une voie de libération vis-à-vis du dollar. Dans cette recomposition, des figures comme Ibrahim Traoré sont régulièrement citées dans les analyses, non comme des exceptions, mais comme des symboles d'un tournant où technique et souveraineté se rejoignent. Ces quatre sphères, prises ensemble, montrent que la bascule décrite dans les parties précédentes n'est ni théorique ni lointaine. Tachine. Elle révèle de comment un choix d'infrastructure modifie simultanément les décisions publiques, les stratégies commerciales, les routines individuelles et les équilibres géopolitiques. Elle referme aussi la question suspendue au midpoint. Que devient un continent lorsqu'il contrôle le chemin que parcourt son argent? La réponse se lit ici, dans ses effets concrets, cumulés, reproductibles. Les mois qui viennent forment une zone tampon où la technique doit prouver qu'elle peut passer de la performance ponctuelle à une stabilité durable. Cette période n'a rien d'abstrait. Elle conditionne la manière dont gouvernements, entreprises et citoyens absorberont la transition enclenchée par les réseaux PAPS et CAMISA. 3 trajectoires, non exclusives, permettent de saisir les lignes de force qui se dessinent. Le scénario central, celui de la consolidation progressive, repose sur une mécanique déjà visible. Si les banques centrales maintiennent la synchronisation des couches techniques, les flux conserveront leur stabilité et les coûts continueront de refléter la logique interne du continent. Si les entreprises adoptent progressivement les règlements directs, les volumes mensuels suivront une courbe ascendante, renforçant la crédibilité du réseau. Cette trajectoire ne cherche pas la vitesse. Elle installe une continuité calme où les institutions s'habituent à une autonomie qui leur échappait depuis des décennies. Un scénario plus favorable, marqué par une accélération et une intégration régionale, reste plausible. Si la diffusion des systèmes se poursuit au rythme observé ces derniers mois, les corridors commerciaux pourraient s'interconnecter plus vite que prévu. Dans cette hypothèse, plusieurs États ajouteraient leurs infrastructures au réseau, augmentant la densité des flux et facilitant l'harmonisation des politiques monétaires locales. Les chaînes d'approvisionnement intra-africaines bénéficieraient alors d'un renforcement immédiat de leur liquidité, créant un effet d'entraînement sur les opérateurs privés. Un scénario plus difficile demeure toutefois possible. Si les tensions géopolitiques s'accentuent, certaines capitales occidentales pourraient tenter d'exercer une pression plus directe sur les États participants, afin de préserver leur visibilité sur les flux financiers. Si des interruptions prolongées affectent les infrastructures nationales, la confiance pourrait s'éroder, rendant les règlements instantanés plus sensibles aux aléas techniques. Cette trajectoire ne signale pas un échec. Elle rappelle simplement qu'un système émergent reste vulnérable aux chocs extérieurs comme aux fragilités internes. À la croisée de ces 3 trajectoires, une recommandation s'impose. Plutôt que d'anticiper un résultat unique, il faut observer les volumes réels, les délais de compensation et la capacité des institutions à maintenir la synchronisation technique. Ce sont ces indicateurs, et non les discours, qui révéleront la direction prise dans les 12 prochains mois. Pour ceux qui observent la stabilité économique, la transformation en cours ouvre un champ d'analyse nouveau. L'accès à des flux plus prévisibles leur offre un tableau de bord qu'ils n'avaient jamais possédé.
puisque les données demeurent désormais sur le continent plutôt que sur des serveurs extérieurs. Ce changement leur permet de suivre les trajectoires monétaires à partir d'indicateurs plus fiables que les estimations issues de systèmes étrangers. Une suggestion simple se dégage. Privilégier l'observation des volumes compensés localement pour comprendre ce que cette autonomie rend possible. Pour ceux qui travaillent au quotidien avec les paiements, l'impact se manifeste dans la manière dont ils gèrent le temps et le risque. Un règlement confirmé en quelques secondes libère une marge de manœuvre qui n'existait pas lorsque 5 jours d'attente pouvaient effacer une partie de la trésorerie. Les coûts réduits élargissent la possibilité de réinvestir dans l'activité, même modestement, en stabilisant les opérations courantes. Un conseil pragmatique consiste à tester progressivement les corridors les plus fiables afin d'intégrer sans heurts les règlements instantanés dans les routines financières. Pour ceux qui s'intéressent au sens politique du changement, l'enjeu dépasse la technique. Ils voient dans cette transformation une manière d'éprouver ce que pourrait signifier une autonomie réelle dans la circulation de la valeur. Ils observent comment les nouvelles infrastructures modifient la relation entre institutions locales et dépendances extérieures, et comment chaque transaction qui reste sur le continent déplace un rapport de force ancien. Cette perspective les invite à suivre autant les évolutions quotidiennes que les prises de position publiques, car l'équilibre entre souveraineté et exposition se construit souvent dans les détails. La transition vers une stabilité durable repose sur une méthode qui clarifie ce que doit faire institution, entreprise et autorité publique. La première étape consiste à harmoniser les protocoles institutionnels. Les banques centrales alignent leurs couches de règlement, synchronisent les mises à jour techniques à intervalles réguliers et mesurent leur progrès à la réduction des retards et au taux de confirmation réussi. Cette base commune limite les fragilités structurelles et installe une discipline collective indispensable à la continuité du réseau. La deuxième étape, HOPE, vise à renforcer la résilience technique. Les autorités nationales sécurisent réseaux électriques et passerelles Internet et établissent des plans de continuité pour les incidents locaux. La robustesse du système se mesure à sa capacité à fonctionner malgré les perturbations, en garantissant que la compensation d'un paiement reste stable. Cette répétition de succès silencieux nourrit la confiance des acteurs du terrain. La troisième étape demande une adoption progressive par les entreprises. Les opérateurs privés testent les corridors les plus fiables, intègrent les règlements rapides dans leur routine comptable et ajustent leur modèle de risque. La progression réelle se lit dans les volumes transfrontaliers transférés et dans la part des flux qui ne quittent plus le continent. Cette dynamique confirme que l'infrastructure devient progressivement incontournable. La quatrième étape concerne la stabilisation politique et la cohérence du récit public. Les gouvernements clarifient leur position, rappellent que l'objectif n'est pas d'opposer des blocs mais de réduire une dépendance ancienne. Dans ce cadre, des figures comme Ibrahim Traoré jouent souvent un rôle symbolique en rendant visible l'idée d'une autonomie fondée sur des infrastructures tangibles. La mesure de cette phase repose sur la constance des engagements et la capacité à maintenir un climat prévisible. Dans les couloirs où les techniciens observaient les premiers essais, les écrans affichaient ces confirmations rapides, qui semblaient presque anodines. Elles ne l'étaient pas, car elles représentaient les premiers signes visibles d'une valeur qui cessait de s'échapper hors du continent. La petite coopérative du corridor Lagos-Accra avait ressenti la même vibration. Une vente validée instantanément, une marge préservée, un délai effacé. Ces gestes minuscules, répétés sans bruit, ont construit une confiance que les grandes déclarations politiques ne parviennent jamais à installer seules. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette accumulation de preuves techniques n'est pas un simple progrès opérationnel. Elle ouvre la possibilité d'un système qui se définit par lui-même, sans attendre qu'un autre centre de pouvoir en valide la logique. La transformation change alors d'échelle. Ce n'est plus seulement l'argent qui circule autrement, c'est l'imaginaire collectif qui se déplace, ligne après ligne, confirmation après confirmation. Une certitude demeure, la souveraineté commence dans les gestes ordinaires.
Et peut-être est-ce justement cette simplicité persistante qui redessine le futur proche, en montrant qu'un autre chemin existe, dès lors qu'un continent maîtrise la trajectoire de sa propre valeur. Lorsque l'on observe cette transformation à travers les confirmations rapides, les coûts réduits et la valeur qui reste désormais sur le continent, on voit apparaître plus qu'un progrès technique, une manière nouvelle de se situer dans le monde. Un paiement qui ne quitte plus l'Afrique n'est pas seulement une opération comptable, c'est un geste symbolique qui redéfinit la relation entre dépendance et autonomie. Les coopératives, les entreprises, les institutions y trouvent chacune une part de réponse, mais aucune n'en détient encore la totalité. Ce moment ressemble à une transition silencieuse, où les infrastructures deviennent des repères collectifs, et où chaque transaction validée ouvre un espace de possibilités plutôt qu'un verdict définitif. Le débat, désormais, ne porte plus seulement sur la technique, mais sur ce qu'elle permet d'imaginer dans la durée.